Hello everyone and welcome to today's Bon après-midi à tous et à toutes et bienvenue à notre panel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'action climatique et solutions fondées sur la nature, développer l'innovation pour les populations et la planète. Je m'appelle Louise Nabulo, je suis un champion des Nations Unies pour la Terre et je travaille avec le groupe d'engagement pour les jeunes au sein de la commission Overshoot Climate et je travaille pour le projet sur le cacao aux Philippines. Et nous savons que l'urgence du changement climatique s'intensifie et on a besoin de solutions basées sur la nature. C'est plus essentiel que jamais pour créer des communautés résilientes et protéger les écosystèmes fragiles. Nous avons une initiative pionnière qui permet d'avoir justement le lien entre les dirigeants de la communauté et d'assurer que la biodiversité soit préservée. Nous allons voir justement quelles sont les pratiques agroforestières régénératives en Madagascar, des efforts menés par les femmes au Brésil pour la protection des jaguars au Mexique. J'ai hâte d'entendre parler de cela. Ce sont des initiatives innovantes, notamment en Afrique du Sud, dont nous allons parler aujourd'hui. Tout ceci pour essayer d'intégrer les efforts de toute la communauté pour lutter contre le changement climatique. Ici, j'ai plusieurs intervenantes et un intervenant. Et nous avons ici déjà, nous arrivons à la fin de la journée, mais je sais que nous aurons beaucoup d'énergie ici. Camille Desbosques qui est avec nous, aussi Laetitia Benavelli qui a créé l'Institut Pro-Anca. Et ensuite, nous avons Regina Cervera de Sea Mines et Nicolas Kompalic qui est président de Canopy Energy. Et avant que je commence à poser les questions, j'aimerais donner la parole rapidement aux intervenants. Donnez-nous un petit aperçu de votre parcours et de vos initiatives, la raison pour laquelle vous êtes lancé dans ce domaine. Nicolas, est-ce que vous voulez commencer? Comme on dit toujours, ladies first, alors je commence. Très bien. Je suis président de Canopy et je développe notamment les projets en énergie renouvelable. Et ici, nous avons des grands projets de restauration agroforestière au Madagascar. Nous avons passé la barre des 1 million d'arbres. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce que nous voulons participer à la transition climatique. Nous pensons qu'il est essentiel de le faire. Nous voulons donc participer, c'est tout. Amazing, Regina. Super, Regina. Bonjour, je viens du Mexique, mais je travaille aussi en Équateur. C'est la deuxième fois que je suis à Paris. Je suis biologiste et je travaille avec Sea Mines, qui est un groupe de réflexion mené par les femmes qui veut intensifier l'innovation de la perspective de l'Amérique. Et nous voulons notamment assurer que nous misons sur la gouvernance et sur justement l'inclusion des communautés en ayant notamment un écosystème en Amérique latine qui nous permet d'avoir le lien entre tous les domaines, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe dans le monde avec les voix des communautés locales et des territoires locaux. Nous voulons justement avoir une approche du bas vers le haut et nous avons justement aussi tiré inspiration de nombreux travaux et c'est ce que nous faisons depuis 5 ans aujourd'hui. Laetitia. Bonjour, je suis Laetitia, je viens du Brésil et nous travaillons donc sur les jaguars. Vous nous demandez pourquoi on est là. Eh bien, on est là pour la préservation et la conservation des jaguars, mais nous devons surtout parler des personnes qui vivent là et de leurs terres. Et c'est ainsi que j'ai compris que les femmes locales devaient justement jouer leur rôle et comprendre l'importance de la conservation. Je suis fondatrice et directrice exécutive de Pro-Onça, un institut au Brésil qui travaille dans les domaines de la conservation. Et nous essayons de responsabiliser les femmes, notamment en utilisant le mouvement, l'art et les communautés locales.
Merci. Bonjour, je m'appelle Camille, je viens de France, vous l'entendez à mon accent. Et nous, à World Vision, nous voulons nous occuper non pas des jaguars, mais des enfants. Ce sont les populations les plus vulnérables du monde et notre mission, c'est d'aider chaque enfant de pouvoir s'épanouir. Et nous avons des projets notamment dans des contextes de crise et d'urgence, mais nous avons aussi des projets pour aider les familles à élever leurs enfants dans de meilleures conditions. Et pour cela, il faut évidemment prendre en compte l'environnement dans sa totalité. Nous savons qu'aujourd'hui, 1 milliard d'enfants vivent dans des régions touchées par les terres dégradées, par le changement climatique. Nous sommes ravis d'être là et de pouvoir vous faire part d'une façon très simple et très efficace d'avoir une écologisation des espaces grâce au RNA, la régénération naturelle assistée. C'est une solution simple, peu coûteuse et très efficace et qui a fait ses preuves dans de nombreux contextes. C'est super parce qu'évidemment nous sommes au forum sur la paix et donc ces questions sont pertinentes. Et j'imagine que vos sujets sont très complexes. Laetitia, par exemple, quel changement de politique est essentiel pour vous assurer que la conservation menée par les femmes ne soit pas qu'un symbole, mais qu'elle puisse apporter des changements significatifs? L'important, c'est l'inclusivité. Mais si on se penche sur l'origine de cette question, il s'agit de s'assurer que les femmes comprennent le pouvoir de l'autorité, le pouvoir justement de la responsabilité et de la propriété, c'est-à-dire d'être propriétaire de ses propres terres et faire en sorte que les femmes comprennent qu'elles sont propriétaires de leurs terres. C'est une question complexe et pour y répondre, il faut s'assurer que tout le monde comprenne le contexte, le rôle des hommes et le rôle des femmes. Parfois, ce sont des personnes qui n'ont aucune éducation formelle, qui sont illettrées. Moi, je parle de la région dans laquelle je travaille, au Brésil, et dans le Cerrado brésilien. Et c'est un contexte dans lequel nous savons que les femmes connaissent leur terrain, elles connaissent leur environnement, elles savent quelle culture planter, à quel moment de l'année et comment le faire. Mais même si elles ont toutes ces connaissances, elles n'ont pas leur voix au chapitre dans le processus de décision. Donc ce que nous faisons, c'est de s'assurer qu'elles comprennent, grâce à la formation, grâce à l'éducation, elles doivent connaître leurs propres droits et ce que nous faisons donc, c'est d'adopter une procédure du bas vers le haut, s'assurer que les femmes puissent justement connaître leurs droits. Il faut changer tout le système pour cela. Je peux vous donner un exemple très concret. Nous travaillons dans un endroit très spécifique, dans le Cerrado brésilien, encore une fois, et nous avons des réunions très concrètes sur la gestion du parc naturel. Et au début de ce projet, il y a 2 ans, il n'y avait quasiment que des hommes qui participaient aux réunions. Évidemment, les femmes étaient là, mais elles étaient la femme de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un ou encore la mère de quelqu'un. Elles n'étaient pas là en tant que dirigeantes, elles n'étaient pas là en tant que personne qui a une opinion, qui a son mot à dire. Et pourtant, ça les concerne directement. Tout ce qui se passait dans ces réunions avait un impact sur leurs droits et sur leurs terres. Et donc, on a commencé un processus d'éducation très simple et évidemment, on ne peut pas changer le système éducatif national au Brésil, mais on peut apporter des changements au niveau local. Et que s'est-il passé? Eh bien, après 2 ans, nous avons plus de femmes lors de ces réunions. Et elles ne sont pas juste là pour observer, elles sont là pour représenter leurs besoins et leurs volontés. Et aussi, maintenant, elles revendiquent leurs droits, notamment vis-à-vis des mères.
Et aujourd'hui, on voit que c'est une action locale très simple qui peut justement être amenée au niveau national. Et ces personnes doivent comprendre justement quels sont leurs droits et comment tout ceci impacte leur vie et les générations futures, leurs filles, leurs petites-filles, leurs petits-fils. Elles doivent comprendre comment elles peuvent contribuer au changement. C'est très joliment dit. Et il y a quelque chose qui me touche tout particulièrement. Quand on parle de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, on réfléchit avec notre tête, mais il y a beaucoup de choses qui viennent du cœur. Justement, il faut réfléchir avec cela. Vous avez parlé d'inclusivité, de propriété, vous avez parlé de respect du contexte aussi. Et Regina, ça m'amène à vous poser une question. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà des données pour la biodiversité? Comment est-ce qu'on peut passer au-delà de la collecte des données pour justement, en misant sur des solutions basées sur la nature, en identifiant notamment les sites de restauration importants ou l'impact de la modélisation pour avoir un impact significatif. Et je pense que ça me permet de rebondir sur ce que vient de dire Laetitia, en effet. L'intelligence artificielle est très efficace, on peut faire beaucoup d'analyses qui prendraient beaucoup de temps. Si on n'avait pas ces outils, on aurait besoin de plusieurs années parce qu'il faut normalement en biologie analyser et collecter les données de manière manuelle et donc ça prend beaucoup de temps. Mais au Mexique, on a eu une année très difficile avec 2 ouragans et on a eu la saison d'inondation la plus longue et on a aussi eu beaucoup de choses qui ont changé. Ça a été une opportunité de nous rendre compte qu'on pouvait faire changer les choses pour que ce ne soit pas le cas l'année suivante. Et on a décidé d'agir. Donc on a impliqué les communautés locales et on a pris des décisions sur base des rêves d'un de nos dirigeants locaux qui voulait justement qu'on travaille sur cette question parce qu'on a aussi maintenant des anciens chasseurs qui font partie justement de ces efforts. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a réussi à étendre un parc naturel, et c'est essentiel. On s'est rendu compte que les nouvelles technologies peuvent nous aider à prendre des décisions raisonnées et informées. Et en Amérique latine, c'est difficile justement de faire en sorte que le gouvernement utilise les nouvelles technologies parce qu'on a d'abord d'autres choses à régler avant de s'intéresser aux nouvelles technologies, évidemment. Et donc on a étendu cette réserve naturelle et c'est essentiel d'avoir beaucoup de personnes et beaucoup d'acteurs, des personnes qui sont là aussi parce qu'ils ont besoin de nourrir leurs enfants, d'assurer la survie de leur famille. On a besoin aussi de travailler sur les droits des personnes et les droits de la nature. Et donc, on s'est posé pas mal de questions. On a essayé de mieux comprendre le rôle des nouvelles technologies pour améliorer les droits de la nature et des personnes qui habitent dans ces régions. Donc, on travaille au sein de l'Amérique latine et on sait que les jaguars ont toujours été là dans notre esprit parce que nous sommes dans une zone où il n'y avait pas de jaguars par le passé. Puis, il y a eu la chasse, il y a eu le braconnage et tout ceci, évidemment, a eu un impact. Et donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de projets dans le pays qui essayaient de faire des choses similaires, qui essayaient d'avoir un lien avec les espèces. Et c'est facile de s'identifier aux jaguars parce que ce sont des mammifères charismatiques. On descend de ces mammifères. Alors, pour nous, c'était une image essentielle. Et puis, les jaguars jouent un rôle clé dans l'écosystème. Évidemment, je pourrais vous parler très longtemps de leur importance écologique, mais il y a surtout un lien avec la culture et l'identité. Et on perd cet aspect de notre culture et de notre identité si on perd les jaguars. Pour nous, la présence des jaguars doit être aussi signifie qu'on assure le bien-être de la population aussi. Et puis je me suis rendue en Équateur, j'ai commencé à habiter là-bas et j'ai commencé à entrer en lien avec les communautés locales et je me suis rendu compte qu'il fallait que nous ayons des forêts en bonne santé pour avoir des personnes en bonne santé. Parce que les forêts sont concernées par tous les problèmes dont on parle. Et donc,
on s'est dit qu'on pouvait essayer d'avoir une traçabilité des jaguars, essayer de mieux les connaître individuellement, savoir chaque individu, chaque jaguar. Et on voyait que les jaguars allaient dans différents endroits. Et on a réussi à justement avoir un lien avec ces espèces et d'essayer d'utiliser ces données. Mais comment avoir ces données? Parce que ça coûte cher. On utilise les bioacoustiques, d'autres technologies qui coûtent très cher, qui prennent beaucoup d'argent, qui demandent beaucoup d'efforts et de connaissances. Et on se retrouve avec un tas de données très difficiles à gérer. Alors, beaucoup d'obstacles à essayer de relever. On s'est dit, bon, d'abord, on va gérer la donnée. On sait qu'il y a des technologies pour ça et on sait qu'il y a des données biologiques, mais on n'a pas seulement besoin de ça, on a aussi besoin de personnes sur le terrain pour collecter les données. Et je me suis rendu compte à un moment que c'était un peu discriminatoire parce qu'on avait les personnes sur le terrain qui font la collecte de données. Nous, on analyse les données parce qu'on est les experts et on leur donne les données. Non, je ne pense pas que c'est la bonne façon de fonctionner. Je pense que ce sont ces personnes qui doivent être en charge de tout ce processus. Et donc, on a travaillé là-dessus pendant 2 ans dans la forêt amazonienne. Et puis, on a travaillé sur toutes ces technologies. On les a laissés décider comment ils souhaitaient procéder. On a eu un collègue essentiel, un collègue qui a été sur la flottille, qui a travaillé à COP30 et qui vraiment a permis de mettre en place toutes les technologies qui peuvent nous aider à transposer ces messages du haut vers le bas, du bas vers le haut, de manière d'une façon qui permet justement de réunir tous les domaines et tous les secteurs. Ce sont des outils, c'est un point d'entrée qui nous permet d'avoir accès à quelque chose de plus grand, de plus efficace. Parce que l'intelligence artificielle, pour nous, c'est plus d'efficacité, toujours plus d'efficacité, alors que ce dont on a vraiment besoin, c'est plus de qualité. On a besoin que ces technologies, ce soit un pont entre les différents systèmes de connaissances, entre les connaissances occidentales, mais aussi les autres types de connaissances. C'est une façon d'établir des ponts, vraiment. Et donc, on a commencé avec les jaguars. Mais maintenant, qu'en est-il des autres espèces qui représentent beaucoup de choses? Les ours, les baleines, d'autres êtres avec lesquels on entre en connexion et pour lesquels on peut vous parler. Et je pense que Laetitia serait une alliée parfaite pour nous aider à raconter justement ces histoires et à créer des liens entre les systèmes de connaissances, les technologies, l'innovation, etc. Et comment est-ce que cette communication, cette traduction peut obtenir du financement? Parce que tout le monde, les communautés et les investisseurs ont besoin de garanties, de transparence, de s'assurer que nos données sont utilisées à bon escient et qu'elles puissent bénéficier à tous. On a besoin notamment de travailler dans ces nouvelles réalités du financement. On a besoin de répondre à tous les critères de la finance. La bonne diligence, la diligence raisonnable, ce sont des exigences du monde des finances et on doit s'assurer qu'on parle la même langue, pas la langue des scientifiques, la langue des finances et la langue des communautés. Non, on doit parler tous et toutes la même langue. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci Regina, vous faites un travail formidable et la façon dont vous réussissez à démocratiser les données, c'est essentiel aujourd'hui. Parce que vous ne penchez pas seulement sur l'aspect scientifique des données, mais vous prenez en compte tous les secteurs, notamment la finance, etc. C'est essentiel à mon avis. Vous avez parlé trouver des solutions qui peuvent être appliquées à différents domaines dans un même pays, parce que évidemment les solutions basées sur la nature sont pour nous essentielles. Et évidemment, tout ceci est très bien, mais il faut réussir à le financer de manière transparente et éthique.
Maintenant, je me tourne vers Nicolas. Nicolas, quel est le défi principal pour créer un modèle financier, pour avoir des financements qui viennent directement de l'énergie renouvelable et qui vont directement financer justement la maintenance à long terme des pratiques agroforestières régénératrices? Alors, je vous explique rapidement ce que nous faisons parce que c'est très simple, très facile. Nous plantons un arbre dans des terres déforestées. L'objectif, c'est de produire de l'huile végétale. Nous avons donc une empreinte carbone négative et nous produisons de l'énergie. Et nous le faisons sur des terres qui ont subi de la déforestation. Alors, pour le faire, nous estimons que nous devons être viables d'un point de vue économique pour justement réussir à conserver ces forêts à long terme. Et si on le fait pendant seulement 3 ans, on a du financement pour seulement 3 ans, ça ne fonctionne pas. Donc au final, on doit faire en sorte que les forêts soient rentables à long terme. Et ça, c'est notre avis. Et pour le faire, nous produisons de l'huile végétale qui est de l'énergie. Nous devons la vendre et trouver des investisseurs pour cela. Évidemment, nous avons l'aide des crédits carbone, mais on ne peut pas dépendre uniquement de l'action volontaire. On ne sait pas exactement quel est le prix, on pourrait le vendre évidemment, mais c'est une action volontaire. Ici, on pense que notre objectif, ce devrait d'être rentable pour justement ce produit que nous vendons. Mais c'est très, très, très difficile d'être compétitif quand on est sur ce marché, au moins que vous souhaitez produire de l'électricité. Mais si vous voulez être compétitif sur ce marché, eh bien, c'est presque impossible. Récemment, il y a 2 entreprises principales qui font partie des top 10 du monde ont décidé d'allouer leurs capitaux à l'industrie parce que, d'après elles, eh bien, l'énergie renouvelable, ce n'est pas suffisant. Donc justement, je ne vais pas leur lancer la pierre, mais quand on regarde les critères pour les capitaux, eh bien, la rentabilité, c'est le premier critère. Donc si on n'a pas de changement de législation à ce niveau, s'il n'y a pas d'incitation de la part des décideurs politiques, ça va être très difficile de le faire. Alors si vous voulez polluer, c'est gratuit aujourd'hui. Il suffit de changer la façon dont on consomme de l'énergie. D'après moi, on doit regarder quelle est notre empreinte carbone. Et en le faisant, ainsi, on peut arriver à un moment où produire de l'énergie renouvelable, c'est plus sensé au niveau financier, grâce aux législations. Et c'est aujourd'hui notre plus grand défi. Nous devons prouver que notre produit, qui serait censé pour la lutte contre le changement climatique, eh bien, c'est plus difficile parce qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter un billet d'avion, vous prenez le moins cher, c'est normal, tout le monde préfère prendre le billet le moins cher. Et si on n'a pas d'obligation, si on n'a pas de politique, on ne va jamais utiliser les biofuels. Alors, ce qu'on a besoin, c'est de capitaux pour maintenir justement ces forêts. On doit vendre de l'énergie renouvelable et ceci doit venir d'une volonté politique, d'une décision politique. Du moins, c'est notre point de vue. C'est un choix, c'est une décision. On peut demander évidemment des actions volontaires, on est un partenaire. On a un partenaire qui nous aide, mais à long terme, ça ne suffira pas. C'est une question de volonté politique. Il y a de très belles initiatives, mais aujourd'hui, si on compare la situation il y a 2 ou 3 ans, si on regarde l'industrie des transports, eh bien, les décisions ont été reportées. Donc, il n'y a pas de décision qui a été prise et il faudra attendre 1 an avant de savoir quelle sera la décision pour la taxe carbone. Alors, on peut se demander comment justement influencer l'économie grâce à des décisions politiques qui permettraient d'utiliser plus d'énergie renouvelable et au lieu du pétrole. Évidemment, on peut le faire et il faut justement se demander quelle est notre stratégie en termes de consommation et de production de carbone. Et ce que nous faisons au niveau local fonctionne bien parce que planter un arbre, ce n'est pas très difficile. Mais pour le maintenir à plus long terme, c'est bien plus difficile. On a besoin d'aide pour ça et on a besoin de volonté politique.
policy decisions. I think Vous avez parlé de décisions politiques, de volonté politique, mais je pense qu'on a aussi notre rôle à jouer pour faire pression sur les décideurs politiques et pour leur rendre la vie difficile. Oui. En fait, c'est difficile hein, si on regarde le comportement des êtres humains. En effet, ça peut prendre beaucoup de temps. The plane business is a good things to look at. Je pense que l'industrie de l'aviation, est sans doute là où il faut commencer. Alors beaucoup disent on est en train d'assurer la transition climat, mais quand on dit à quelqu'un moi je prends plus l'avion, on nous regarde bizarrement. Mais évidemment que ça nous concerne tous et toutes, mais on voit que concrètement rien ne se passe. Quand on sait quels sont les enjeux, oui, on sait qu'on a besoin que cela vienne du monde politique. C'est comme les feux sur la route, on a besoin d'un feu vert. Il semble que ma génération, notre génération, est en train d'essayer d'avancer vers un monde sans carbone et on essaie justement d'y arriver. Camille, quels sont les obstacles principaux quand on essaye de réussir justement à assurer la restauration des terres dégradées? Vous avez dit oui, il y a des solutions faciles, notamment le fait de planter des arbres, pour assurer justement passer à un contexte où on a une résilience autonome à long terme. Merci pour cette question et je vais vous dire quelques mots sur ce qu'on fait. Il s'agit de RNA, c'est la régénération naturelle assistée. Donc on régénère les terres sans planter d'arbres. Donc toute la philosophie de cette méthode est de restaurer les terres grâce à la gestion de ces arbres. Alors pour revenir à votre question, c'est une question qui concerne les droits et les politiques. Et le premier obstacle, justement, ça concerne les endroits où on travaille parce qu'on travaille dans les zones les plus vulnérables et avec les familles les plus vulnérables. Et les politiques sont des politiques qui n'aident pas et qui, justement, empêchent les communautés d'avoir des droits sur leurs terres. Il n'y a pas de propriété. Et donc, ces communautés n'étant pas propriétaires, elles ne voient pas l'intérêt de prendre soin de ces arbres et de ces terres. Il y a donc cette manque de politique ou ces politiques justement contre-productives qui sont le premier obstacle. Et dans un des projets, les exploitants possèdent en effet, ont la propriété sur les terres, mais pas sur les arbres. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils coupent les arbres. Et ça a été une pratique vraiment néfaste qui a empêché la protection des terres. Et le deuxième obstacle structurel, c'est le suivant. On travaille dans des zones où les communautés essayent simplement de survivre, d'élever leurs enfants. La vie est déjà tellement compliquée, puis il y a les problèmes de la pandémie, du changement climatique, des conflits. Donc tout ce qu'ils essaient de faire, c'est de survivre. Et donc le plus grand défi, c'est de changer les mentalités. C'est ça notre défi. La RNA, c'est une philosophie plus qu'une technologie, c'est une idée très simple. Il y avait une forêt par le passé, on pourrait y retrouver une forêt à l'avenir. C'est ça, la philosophie. On peut trouver des buissons, des graines qui permettent justement d'y arriver. Et puis, il y a la pression animale. Et si on retire la pression animale et la pression humaine, les arbres peuvent revenir. Au Niger, en 20 ans, 200 millions d'arbres ont été régénérés. En 20 ans. Et pour vous donner une idée, on pouvait voir cette forêt de l'espace. Ça vous montre à quel point elle était grande. Les familles ont dû changer la façon dont elles considéraient la forêt. Elles ont changé leur mentalité et leurs pratiques. Et c'est ça le défi, c'est d'essayer de voir quels sont les risques, mais d'encourager les communautés à prendre ce risque parce qu'elles voient pourquoi c'est important. Et donc on essaye d'aider les familles justement à prospérer, à réussir ces méthodes. On fait beaucoup d'expérimentations et de projets pilotes avec ces communautés. Et pour revenir à mon premier point, on fait beaucoup de plaidoyer pour réussir à encourager l'État
l'État et les décideurs politiques à prendre les décisions qui permettent justement à ces communautés à se sentir responsables, à se considérer concernés, et on les aide justement à prospérer et à faire les choses un peu différemment. Et puis quand on leur montre quels sont les résultats, une fois que les arbres reviennent, l'eau revient, il y a des insectes, plus de biodiversité et donc de meilleure culture pour les communautés. Et évidemment, on améliore la nutrition. Pour conclure, si vous aimez les enfants, vous devriez aimer les arbres. Et si vous aimez les arbres, vous aimez les enfants. Ces deux obstacles, ce sont les deux plus gros pour nous. Mais nous pensons que nous pouvons tout à fait surmonter ces obstacles en prenant en compte la complexité de tout ce système. Mais oui, ça peut fonctionner sans devoir planter d'arbres. C'est génial ce que vous dites. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en commun entre tout ce que vous dites. L'innovation et la technologie ne doit pas être la seule solution. Une des choses que vous avez dites que je trouve très intéressante est que parfois on ne pense pas au-delà de la survie, surtout dans les régions vulnérables aux effets du changement climatique. En tant qu'agricultrice, j'enseigne les enjeux du changement climatique, mais je ne peux pas le faire si ce sont des personnes qui essayent simplement de survivre. C'est impossible. Donc moi, je fais du plaidoyer pour la psychologie de l'environnement. La meilleure chose à faire serait la manière la moins chère, la manière la plus résiliente, mais les systèmes dans lesquels nous évoluons sont structurés de manière à ce que c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Je pense que Nicolas en parlait tout à l'heure. Quand on parle du billet d'avion, la psychologie environnementale est une question clé, mais également le côté scientifique. Vous avez parlé d'aller au-delà de la science, au-delà Il faut réfléchir au fait que la technologie et l'innovation existent dans les communautés locales, autochtones. Et donc, il faut voir cela comme des outils technologiques. J'ai une question pour tous nos intervenants. Et je pense que nos intervenantes féminines vont pouvoir prendre la parole. Si vous pouviez demander un changement de politique publique et demander à une banque de développement d'aider à vous financer, est-ce que vous demanderiez plus de financement pour des outils technologiques comme l'IA ou plutôt financer des savoirs autochtones ou une combinaison des deux? Je pense que je peux commencer à répondre. Je dirais que demander des financements pour des solutions simples, locales, mais également des outils technologiques, que les deux sont importants. Il faut réfléchir de manière simple et faire ce qui fonctionne déjà. Et un autre élément clé est que nous devons apprendre à écouter les autres, écouter les personnes âgées pour savoir ce qu'elles disent sur les terres, les histoires des parents et des grands-parents, pour retourner à des choses qui ont été oubliées mais qui ont énormément de valeur et qui ont beaucoup de pouvoir. C'est très joli ce que vous dites. Laetitia ? Oui, je suis 100% d'accord avec ça, mais je pense également que tout le monde devrait réfléchir à la manière de changer les flux financiers. Ce n'est pas qu'une question de co-création, de financer un volet ou l'autre, mais il faut aussi réfléchir à comment ces décisions sont prises. Parce que ce sont les personnes qui reçoivent ces fonds. Les dirigeants locaux, les femmes dans les communautés locales, les jeunes doivent également être ceux qui reçoivent ces aides, pas uniquement les grandes entreprises et les fondations, parce que ces personnes sont sur le terrain. Et ces populations savent comment il faut dépenser cet argent. Je suis complètement d'accord avec tout le monde et avec Nicolas également. Je pense qu'on ne peut pas juste attendre qu'il y ait des décisions qui soient prises par les responsables politiques. So first, mindset, right? So working in the Amazon region. Donc moi qui travaille dans la région de l'Amazonie, on travaille sur un projet de suivi, de conservation avec des accords pour réduire la déforestation, la chasse.
Et on se dit que les communautés peuvent recevoir les fonds directement. Et on nous dit non, c'est risqué, peut-être que l'argent ne va pas être dépensé à bon escient. Donc en fait, il y a des préjugés, du racisme. Et tout le monde a besoin de garanties. Donc évidemment que la technologie peut être un outil pour répondre à toutes ces questions, mais nous avons besoin de donner aux bailleurs de fonds plus d'exemples, de leur dire, de leur prouver que les populations sont prêtes à mettre en place ces projets, à relever les défis, et également leur montrer que nous avons besoin les capacités et l'accès à ces savoirs. Parce que si vous allez en ligne, vous voyez des formations, tout est en anglais, et en espagnol et en portugais. Il n'y en a pas assez. Il y a énormément de langues autochtones, plus de 60 au Mexique seulement. Parce que sinon, ces connaissances ne sont pas accessibles à certaines populations. Et moi, je pense qu'il s'agit vraiment de co-créer. Et il faut se rappeler que la nature est la technologie la plus parfaite dont nous disposons. Je sais que c'est romantique de parler de travailler avec la nature, mais je pense que ça devrait nous guider d'un point de vue économique, pas les systèmes dans lesquels nous vivons maintenant. Nous devons penser à comment faire des bénéfices en régénérant plutôt qu'en exploitant. Et nous devons vivre dans des systèmes sains, des forêts saines, des êtres humains sains. Donc je pense qu'on doit changer les mentalités et les manières dont nous travaillons. Oui, il y a beaucoup de défis, mais pour chaque dollar qui est investi dans une solution fondée sur la nature, ça crée 32 dollars de bénéfices. Donc c'est incroyable. Ça devient la solution la plus facile, la meilleure solution. Et il y a des fondements économiques. Effectivement, il y a des études de la Banque mondiale qui montrent que ces choses sont liées sur la mortalité infantile, par exemple. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez, je pense que la technologie peut être un instrument, mais les institutions doivent arrêter de penser que l'innovation est la panacée. J'aimerais partager une anecdote. Nous parlons à une partie prenante très importante et énormément d'acteurs arrivent à régénérer des terres sans planter des arbres. Et la réponse qu'on nous a fournie a été que ce n'était pas assez innovant. Mais en fait, c'est une bonne solution, donc il faut être pragmatique. Nous n'avons pas le temps de nous poser des questions comme celle-ci. Oui, moi je pense que tout devrait être vert, nous devrions régénérer, et nous n'aurons plus le choix. Il nous reste 8 minutes, je pense que nous pouvons demander à l'auditoire s'il y a des questions, si quelqu'un souhaite poser une question, quelque chose à ajouter ou souhaite partager des projets sur lesquels vous travaillez. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Ne soyez pas timide. Nous avons un panel incroyable. Ne soyez pas intimidés. Nous avons une question ici. Bonjour, je m'appelle Sian et je suis une étudiante de master à Sciences Po Paris en développement international. J'ai une question pour Laetitia. Vous parliez du fait que les fonds doivent atteindre les populations, mais je veux parler de la gestion de ces fonds. Parfois, ces populations ont des niveaux d'éducation, peut-être qu'ils ne sont pas allés à l'université. Donc comment est-ce que vous pouvez vous assurer que ces fonds soient bien utilisés? Comment vous vous appelez déjà? Sian. Merci beaucoup pour votre question. Donc pour répondre, je vais donner un exemple concret. Au Brésil et en Amérique latine, dans la région, nous avons un problème. Nous ne recevons pas de formation sur nos finances. En fait, on ne pense pas au financement. Moi, j'ai fondé une ONG
Et c'est seulement maintenant que j'apprends à gérer mon argent, mes fonds. C'est un processus de longue haleine. Donc, si vous avez déjà essayé de lever des fonds, vous verrez que c'est difficile, une fois qu'on a l'argent, de savoir comment le dépenser. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Donc, comment est-ce que je peux dire aux femmes, vous allez recevoir l'argent et vous allez mener à bien votre projet? Et comment nous assurer que le progrès sera positif, qu'il y aura un impact sur leur communauté et à une échelle plus large? Donc, nous travaillons sur un projet où nous enseignons aux femmes, jeunes et moins jeunes, comment elles peuvent gagner de l'argent et utiliser cet argent à bon escient dans le secteur de l'écotourisme. Nous travaillons au centre du Brésil, le Favana, le Cerrado, et aujourd'hui, c'est la région la plus déforestée du pays. Et donc, moi, je dis aux femmes qu'elles peuvent gagner de l'argent si elles ciblent des clients européens, nord-américains, c'est surtout des Européens. Et je leur dis qu'elles peuvent gagner de l'argent en montrant à ces personnes les espèces de notre région. Et si elles travaillent également sur des projets de restauration, ce sera encore plus bénéfique. Donc ces femmes ont décidé de lancer un site et de commencer leur projet. Et nous avons une femme qui fait ça sur son propre terrain. Et donc elle m'a demandé comment gérer mon argent. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Je lui ai répondu, je ne sais pas, parce que je suis également en train d'apprendre ça. Donc pour répondre de manière concise, je pense que nous devons améliorer comment nous pensons à la conservation. Et il ne faut pas uniquement parler de la formation, mais il faut également fournir une formation financière. Je ne suis pas responsable de ça. Nous avons quelqu'un au sein de notre organisation pour le faire, parce que je suis moi-même en processus d'apprentissage, mais nous avons des experts sur le terrain qui peuvent enseigner toutes ces compétences. Nous avons également un partenaire à Oxford qui nous fournit de l'aide, et les femmes et les filles ont toutes ces questions. Elles viennent nous voir, nous on demande à notre expert, et la formation se passe comme ça. C'est un processus à petite échelle, c'est un projet pilote, mais je pense que quand nous aurons de plus en plus d'acteurs qui seront impliqués, nous allons pouvoir enclencher un processus de formation financière. Très joliment dit. Je ne vois pas d'autres questions. Il nous reste 4 minutes. Donc peut-être que je peux vous demander de conclure ou de parler d'actions clés et de vous limiter à 1 minute. Je vous en prie. Ladies first, once again. Alors encore une fois, les femmes d'abord. Donc je vais prendre la parole. I don't know. I think, up to me, climate transition is a big issue, and that Alors moi je pense que la transition climatique est une question très importante et que nous ne voulons pas y faire face. Tout le monde doit agir. Ce n'est pas facile à faire, c'est facile à dire mais pas à faire. Tout le monde en parle, mais personne n'agit de manière concrète. Et parfois je suis étonnée de voir que quand on parle de la COP, tout le monde prend l'avion pour aller à un lieu sans parler du fait qu'ils consomment également de ressources naturelles, de pétrole. Donc je pense que ce serait bien que tout le monde puisse agir un peu plus à son échelle. Absolument. Je dirais qu'il faut plus utiliser la technologie, la nature, concilier tout ça, et que la crise climatique, c'est comme si on était aveuglé et qu'il y a également une crise dans les esprits au sein des personnes. Donc il faut encourager plus de technologie et plus de nature. Alors moi, mon appel à l'action, c'est de dire qu'on ne peut pas parler de la conservation ou du changement climatique ou des pratiques agroforestières sans faire comprendre aux gens qu'ils sont au cœur de tous les efforts de conservation. Tous ceux qui
ceux qui sont ici aujourd'hui, tout le monde autour du monde doit comprendre qu'ils doivent prendre conscience de ce qui se passe et apprendre pas seulement ce qui se passe à l'échelle de leur pays, mais également de ce qui se passe dans le sud global, en Afrique, en Asie. Et une fois que les gens commencent à comprendre qu'ils sont au cœur du changement, même si c'est un petit changement à une petite échelle, je pense que ça a un certain pouvoir. Et donc, ce serait mon appel à l'action. I will say, try, don't give up. Moi, je dirais qu'il faut essayer, ne pas abandonner, être pragmatique et être audacieux. Voilà, c'est mon appel à l'action en 4 points. C'est concis, très bien exprimé. Je pense que c'est une excellente conclusion pour ce panel. C'est génial parce que nous avons pu mettre des visages sur les projets. Donc j'ai l'impression que j'ai voyagé dans toutes les régions dans lesquelles vous travaillez pour découvrir tous vos projets. Merci beaucoup à tous nos orateurs. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Et merci beaucoup à vous tous et toutes de nous avoir rejoints ici aujourd'hui. Nous allons rester dans le coin, donc si vous voulez venir nous parler, nous resterons là. Merci beaucoup au Forum de Paris sur la paix de nous avoir accueillis. Merci beaucoup.